Donc, bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue au Café Rencontre de Québec Aroma du 11 juin. Aujourd'hui, nous avons avec nous Mayra Correa e Castro du Brésil. Bonjour Mayra. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous, j'essaie de bien parler, là, mais je pense que tu comprends bien le québécois. Euh, Parce que tu étais avec nous depuis quelques rencontres déjà et tu as pu intervenir aussi. Les gens t'ont vu. Mais aujourd'hui, c'est le moment d'apprendre à mieux à te connaître, à voir ce que tu fais. C'est super intéressant pour nous d'avoir une correspondante au Brésil. Moi, je trouve ça vraiment le fun, comme on dit ici. Euh, Mayra, tu es de Sao Paulo et tu habites à Curitiba. C'est ça? C'est une ville au sud du Brésil. Du Brésil, voilà. Oui. Je suis née à São Paulo, mais j'habite il y a plusieurs années à Curitiba. Curitiba. Bon, Curitiba, voilà. Et ici au Brésil, on parle Maíra, mais pas Maïra. Mais Mayra. pour moi, quand j'étudiais en France, tout le monde disait Maïra, donc pour moi, c'est bien aussi. Avec l'accent sur le A à la fin, c'est ça. Oui, 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 oui. Donc, c'est Mais en portugais, Mayra. c'est Maïra. Maïr. Écoute, Maïra. on se demande tous pourquoi tu parles aussi bien français. Je pense qu'on pourrait commencer par ce petit bout de ton histoire. Où as-tu appris le français? Bon, comme tu veux, et merci tout le monde. Pour moi, ça fait un grand plaisir de parler français, cette langue que j'aime beaucoup. J'ai appris le français quand j'étais dans l'école. J'avais 11 ou 12 ans. Après, j'ai fait quelques études à l'Alliance française au Brésil. Mon père pensait à cette fois-là que les femmes devaient parler français et les hommes devaient parler anglais. Comme ça, il m'a mis dans une école française à l'Alliance et mon frère a appris anglais, à la culture anglaise. Et après, quand j'avais 14 ans, je suis allée à Paris pour faire 3 mois de français. Et après, je suis à la fac, je suis formée en linguistique. J'ai j'ai fait quelques cours de français, mais c'est ça, c'est comme ça. C'est parce que je parle français. Donc, la linguistique, c'était Pour moi, la culture française, mais même la culture francophone. J'aime beaucoup la poésie du Maghreb. Euh, J'aime beaucoup la musique française et tout comme ça. OK. Donc, est-ce que tu as travaillé dans le domaine de la traduction éventuellement ou c'est Bon, venu... Bon, à la fac, j'ai fait linguistique. Après, j'ai travaillé avec marketing plusieurs années. OK. Et il y avait un moment où je suis beaucoup stressée. On parle en français, stressée aussi. Oui, oui, oui. Stressée, Stressé? ouais. Stressée. Et mon boss m'a demandé de faire du yoga ou tai chi chuan, quelque chose pour calmer. Je suis allée dans une classe de yoga et à ce moment-là, j'ai rendu compte que le yoga, c'était une chose qu'il fallait que je faisais. Pardonnez-moi les temps Que je verbaux fasse. parce Oui, que pas de souci. il y a une chose drôle que je peux vous raconter, c'est que dans la première classe du yoga, j'ai pleuré à cause du relaxation que j'ai eu pendant une technique qui s'appelle Yoga Nidra. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Yoga Nidra, c'est une relaxation qu'on fait couché au sol avec quelques intrusions des images visuelles que le prof nous donne. Et bon, voilà, j'ai pleuré parce que j'ai vu comment je suis. J'étais stressée. À la deuxième classe du yoga, à la nuit avant, j'ai rêvé que mon prof me posait une serviette blanche sur ma face. Et bon, voilà, le jour prochain, quand j'étais couchée au sol, attendant la technique du yoga nidra, le prof a dit pour tout le monde, bon, maintenant, je vais mettre une goutte de camomille romaine dans un papier, un tissu au papier pour le nez, et je vais mettre ce papier sur vos faces. Et donc, pour moi, ça a été étonnant
parce que je pensais, oh mon Dieu, je commence le yoga et j'ai des perceptions extrasensorielles. Oui, des rêves prémonitoires. Ouais, Oui. c'est ça. Mais c'est comment j'ai connu les huiles essentielles. Ça a été pendant une session du Yoga Nidra. Et ça a été 2 ans avec après, la camomille romaine a été la première huile la essentielle. première, ouais, la première huile essentielle que j'ai connue. Et bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à pratiquer yoga tous les jours. J'étais folle pour le yoga. Et 2 ans après, oui, après, je me suis formée prof du yoga. OK. Et dans ces moments-là, je faisais aussi des massages avec les huiles essentielles, j'étudiais l'hindouisme, je vendais aussi les huiles essentielles. Mais en 2007, j'ai eu l'idée de commencer véritablement à étudier les huiles essentielles parce que ça commençait à prendre une dimension dans ma vie qui était plus grande que la dimension du yoga. J'ai connu un professeur au Brésil qui s'appelle Fabian Laszlo. Il est une grande personnage dans notre métier d'aromathérapie ici au Brésil. Il a une marque des huiles essentielles qui s'appelle Laszlo Aromathérapie. Et donc, j'ai commencé à étudier aromathérapie et c'est comme ça. Ça OK. fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'étudie l'aromathérapie, que j'enseigne l'aromathérapie, que je fais des consultations avec l'aromathérapie. Je n'enseigne plus le yoga. J'ai fermé mon studio de yoga et donc j'ai lancé une école d'aromathérapie qui s'appelle Casamai et c'est ça. Est-ce que tu as continué à faire du yoga? Tu en fais encore? Personnellement, oui, mais Oui. pas Pas pour enseignant. l'enseigner, c'est ça. Ouais, oui, 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 c'est ça. Bon, alors, Et donc, maintenant, notre métier d'aromathérapie est, comme je dis ici au Brésil, est la 3e génération. Fabien Laszlo il est de la 2e génération, comme moi, mais l'aromathérapie a été fondée au Brésil peut-être à 40 ans. Notre association nationale qui s'appelle Abraroma, elle a 31 ans. Maintenant, je suis la présidente de cette association nationale aussi. Et nous ont formé la 3e génération d'aromathérapeutes ici au Brésil. Donc, c'est un métier bien développé, très poussant, très effervescent, effervescent. effervescent, voilà. Oui. C'est bien Mayra, pour vous de comprendre mon français? oui, on comprend. On comprend très bien ton français et c'est excellent. Euh, écoute, en 13 minutes, en 10 minutes, tu nous as parlé de tout un éventail de sujets qu'on avait prévu aussi aborder. Euh, on va donc revenir sur chaque point. Là. Je pense qu'on pourra parler de la Casamay, on pourra parler de Fabienne, Lachelot aussi, un peu plus. Euh, Oui, bien sûr. Bon, Casamai, c'est mon école d'aromathérapie. J'ai des cours de formation professionnelle libres pour des aromathérapeutes. J'ai aussi des cours courts qui sont comme des workshops, OK. just Avec des sujets. seulement pour apprendre quelques sujets particuliers dans ce métier d'aromathérapie. Mais je travaille aussi avec des cours de cosmétique biologique, de parfumerie, botanique naturelle, et des choses comme ça. Au Brésil, on a... Oui, Oui, pardon, c'est des cours en présentiel, mais tu as des cours aussi en ligne? présentiel, mais surtout en ligne. OK. Dès 2011, la Casamay est surtout une école en ligne. OK. Donc, c'est des gens de Maintenant, partout au Brésil. Est-ce que... Pardon? à cause de la Oui. pandémie, les cours présentiels sont fermés. OK. Quels sont les sujets que tu adores particulièrement enseigner ou partager? Ce qui te tient le plus à cœur? Merde, C'est mon école. À OK. part de la Casamay et de l'Abraroma, que c'est l'association, je traduis aussi professionnellement des livres de français d'aromathérapie. Fabien Laszlo, mon professeur, mon ami personnel,
il y a quelques années, il a décidé de lancer cette maison d'édition qui s'appelle Laszlo Édition, parce qu'on avait, on n'avait pas des livres au Brésil. Les livres qui ont été publiés au Brésil c'était de 1987-88, comme ça. Et ce sont tous, comment on dit ça en français? Ils étaient plus disponibles. Obsolète. Ouais, comment? Obsolète. Obsolète? Non, non, c'est pas vraiment obsolète. Ils n'étaient pas au marché. Ils étaient tout Plus vendus. disponible. OK. Indisponibles, voilà. Indisponible, c'est ça. Et donc, il a été cette idée, il a commencé d'acheter les droits de publication des livres français, parce qu'au IBRE, c'est l'école qui appartient à Fabien Laszlo, la méthodologie, c'est la méthodologie française. Et donc, il a acheté, premièrement, les droits de publication de Daniel Festi chez l'Éduc Édition. Il m'a invité de traduire Daniel Festi. À ce moment-là, j'ai déjà traduit 5 livres de Daniel Festi. Pas tous les livres sont publiés parce que c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Moi, L'édition, j'en ai la vu 3. diagrammation, etc. Oui. Tu as déjà fait le livre sur les enfants, les femmes enceintes. Les enfants, les femmes enceintes, les femmes pour la santé des femmes, Oui. la Bible est l'essentiel. Et maintenant, je suis en train de traduire la Bible antidouleur de Daniel Festi. Okay. Et j'ai traduit aussi le livre de Dominique Baudou, Aromathérapie de A à Z, qui au Brésil a été appelé le grand manuel d'aromathérapie de Dominique Baudou, c'est ça. Mais chez Laszlo Édition, on a aussi des livres de Pierre Francombe, Daniel Penouel, Anne-Laure Jaffrello, c'est ça? Oui, le livre sur les enfants. L'auteur est Anne-Marie Giraud, Jean-Pierre Willem et quelques auteurs qui ont publié en anglais. Donc, aujourd'hui, chez Laszlo Édition, on a 46 livres, titres, si je me souviens bien. Et après ces livres, notre marché est lancé, a grandi et a lancé dans une pratique d'aromathérapie plus proche de l'école française. L'ingestion au Brésil, ce n'est pas un tabou. Même moi, j'ai commencé avec la camomille romaine dans la pratique de yoga nidra, mais je faisais l'ingestion de camomille romaine aussi. Et ça fait presque 20 ans maintenant. Donc, ce n'est pas un tabou. Chez Casamai, chez Ibra, on enseigne l'ingestion des huiles essentielles, mais évidemment, il y a un groupe d'aromathérapeutes au Brésil pour lequel l'ingestion, c'est un tabou. Il y a 5 ans, Doterra est avec nous. Donc, l'ingestion maintenant est un problème, mais pas sur le côté de tabou, mais le côté de irresponsabilité, parce qu'ils prennent l'ingestion n'importe comment. Le groupe de gens que tu dis qui étaient contre l'ingestion, c'est qu'ils sont d'une école un peu différente? Oui, ils sont à l'école française, liés, attachés à l'école française, parce qu'ils ont étudié avec Robert Tisserand, donc, et même Shirley Price. Donc, une des écoles les plus anciennes ici au Brésil était attachée à Penny Price, Aromatherapy Academy. Okay. Donc, pour eux, l'ingestion, c'est un tabou. Mais Fabien a toujours appris l'aromathérapie avec les livres français, donc Pierre Francombe, Dominique Baudou, etc. Et moi, personnellement, j'ai fait des cours avec Jean-Pierre Willem, Rhiannon Lewis. Elle a été 3 fois ici au Brésil. J'ai fait tous les cours avec elle. J'ai fait des cours aussi avec Robert Tisserand. OK. Des cours en ligne aussi, beaucoup, oui. Oui, je ne voulais pas te couper. J'ai perdu un peu le fil tout à l'heure parce que ça m'a déconcentré d'être sorti de la discussion. Non, je parlais à propos de Casamai.
Bon, OK. je ne sais pas si je peux parler à propos Oui, sur de les huiles. l'association ou des huiles essentielles qui sont OK, brésiliennes. peut-être on va parler de l'association, que tu es, maintenant présidente de l'association. Quel est le rôle et les activités de l'association Le brésilienne? principal rôle est de faire une certification brésilienne nationale parce qu'ici, notre profession n'est pas réglée. Il n'y a pas une loi pour autoriser que les aromathérapeutes travaillent. C'est une profession libre. Nous, dans notre association, on pense que c'est bien que la profession reste libre parce que ça donne plus d'opportunités à notre marché. Vous savez que le Brésil, c'est un pays pauvre et c'est un pays avec beaucoup d'inégalités sociales. Moi, j'appartiens à une classe sociale privilégiée, mais on a presque la moitié de la population dans la pauvreté. Donc, c'est important qu'on laisse les opportunités du marché ouvertes pour n'importe quelle personne. Les professions de santé au Brésil, les professions qui sont traditionnelles, sont toutes réglées par le gouvernement. Il faut faire une fac, avoir un diplôme d'une fac pour exercer, pour faire cette profession. Et ça coûte beaucoup cher, très cher, vraiment très cher. Même si tu veux travailler comme massothérapeute, ça coûte cher parce qu'il faut que tu fais Oui. un cours technique autorisé par le gouvernement. Mais aromathérapie, c'est libre. Donc, tu peux faire un cours de 100 heures, même 60 heures. C'est comme ça, c'est plus libre, c'est plus bon marché, donc c'est une opportunité. L'aromathérapie, ici au Brésil, elle est reconnue comme une pratique de santé intégrative et complémentaire par notre santé publique. Donc, dans les unités de santé publique au Brésil, on appelle ça SUS, S-U-S, SUS. C'est possible d'avoir des sessions d'aromathérapie, mais pas partout, parce qu'il y a quelques unités dans ce Brésil. On a presque 6000 de cités au Brésil. Donc, il n'y a pas 6000 unités de santé qui offrent l'aromathérapie, mais il y a quand même quelques-unes. Et l'aromathérapie, ici au Brésil, a même un jour national. Ah C'est oui. le 11 décembre, qui est la date anniversaire de Gâté Fossé. On a même ça. Mayra, on a déjà des questions. L'aroma est-elle intégrée dans les hôpitaux et auprès des médecins? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, Pas du tout. y a-t-il des mises en place de traitements pour la lutte contre le COVID-19? Bon, le Conseil de médecins ici au Brésil ne reconnaît pas l'aromathérapie. Le Conseil dit que l'aromathérapie n'a pas d'évidence scientifique, donc ils interdisent les médecins d'appliquer l'aromathérapie. Ça, c'est la loi. Mais à côté des infirmières, kinésiothérapeutes, physiothérapeutes, kiné ou physiothérapeute? C'est kiné? C'est On dit deux. kiné? Ce sont deux professions différentes. Bon, Oui, physiothérapeute, oui, je pense que oui. kinésithérapeute, Oui. oui. Ils peuvent appliquer l'aromathérapie avec leurs patients. Donc, aux hôpitaux, on n'a pas d'aromathérapie. On a l'aromathérapie dans les soins intégratifs, comme ça. Est-ce que du côté des pharmaciens, ils connaissent un peu les huiles essentielles? Non, pas du tout. Pas du tout? OK. Pas du tout. Donc, On où on a peut... seulement 5 pharmacies de manipulation, pharmacies qui font des formules en officine. Au Brésil, seulement 5 qui connaissent l'aromathérapie. Ils peuvent manipuler des formulations en officine. OK. La pharmacie ne connaît pas l'aromathérapie. Même la phytothérapie n'est pas développée ici dans notre pays. Avez-vous des liens avec les pays environnants au niveau de l'association et avez-vous des liens avec le Portugal, par exemple? Non, maintenant, les livres de Laszlo ont arrivé à Portugal.
hier. Ils sont OK. arrivés au Portugal. Mais quand on a pensé de créer cette certification nationale d'aromathérapie, c'est bien même parce qu'il y avait des personnes qui voulaient apporter les certifications internationales dans notre pays, comme la certification DIF, IFF, IFA, ou même les certifications qui existent en Angleterre. Et donc, on a dit non, pas du tout, parce que notre aromathérapie ici est aussi bonne qu'à l'extérieur. Donc, on fait notre propre association. Mais nos professionnels sont toujours on échange avec les professionnels d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Belgique, etc., États-Unis. D'accord. Écoute, on pourrait enchaîner avec la question de Fatia, qui nous amènera vers les huiles essentielles du Brésil. Traditionnellement, j'imagine que les plantes aromatiques et médicinales sont utilisées comme chez nous au Maroc. Bon, je ne sais pas comment vous utilisez au Maroc, mais si je peux répondre à propos du COVID-19, Ah, j'ai deux oui. questions à ce côté-là. On a ici au Brésil le côté des pratiques intégratives et complémentaires de santé beaucoup développé. Parce que dans notre santé publique, pas l'aromathérapie, mais la phytothérapie, l'anthroposophie, la médecine chinoise, la thérapie florale, l'homéopathie sont très connues et très utilisées dans la santé publique. Donc, on a une association, un consortium de chercheurs scientifiques de santé intégrative qui ont publié un document parlant des huiles essentielles par rapport au COVID-19. On a un observatoire qui est dans l'Amérique du Sud qui a publié aussi un document par rapport aux plantes médicinales, les huiles essentielles et le COVID-19. Donc maintenant, le gouvernement, à partir du ministère de la Santé, est en train de faire publier ces documents pour tous les secrétariats aux États et même, même dans les villes pour qu'ils connaissent ce matériel. OK. Mais comment vous utilisez l'aromathérapie ou même les plantes aromatiques au Maroc? Parce que je ne sais pas. Fatia, est-ce que tu peux prendre le micro? Oui, bonjour à tous. Ben, c'est-à-dire que chez nous au Maroc, traditionnellement, les gens, quand ils ont mal au ventre ou des règles douloureuses ou autres, il y a des plantes qu'on utilise. C'est dans nos traditions. C'est parce que tout à l'heure, vous avez dit que pour vous, la phytothérapie n'était pas bien développée, enfin, qu'elle n'était pas reconnue au Brésil. C'est pour ça que je posais la question. Donc, Mais je en comprends. général, quand la population n'est pas très riche, l'utilisation des plantes aromatiques, elle fait partie de la tradition. C'est pour ça que je posais la question. Ouais. Vous avez raison. Et quand je disais que la phytothérapie n'est pas développée, je disais par rapport aux professionnels santé, les médecins, les infirmières, etc. Mais par rapport à la population en général, oui, ils utilisent la phytothérapie, mais ils ne parlent pas à propos de phytothérapie. Ils parlent à propos d'herberie. Herberie, c'est ça. Donc, la copaïba est très connue au Brésil et très utilisée au nord du pays. Le baume de copaïba, pas l'huile essentielle, parce que les huiles essentielles sont chères au Brésil. On n'a pas une production des huiles essentielles qui sont de notre flore native brésilienne, parce que ça coûte cher aussi. Mais donc, il faut qu'on amène les huiles essentielles au Brésil et les taux d'importation, Oui. vous comprenez, sont chers. Donc, les huiles essentielles, c'est une chose de personnes plus riches au Brésil. Mais évidemment, comme vous avez dit, pas les plantes qu'ils prennent comme en infusion, en cataplasme, etc. Coralie a une grosse question niveau Brésil. Coralie? Merci beaucoup. En fait, je te connaissais pas du tout, donc je vais en plus suivre ce que tu fais. Mais en fait, moi, j'ai un gros principe dans ma pratique et dans ce dont je parle, c'est l'éthique. Pour moi, c'est extrêmement important, étant donné qu'on parle quand même de concentration
dans une huile essentielle, c'est quand même des kilos de plantes. Et quelque chose dont je parle beaucoup à mes abonnés, à mes consultants, etc., c'est l'éthique. Et par exemple, un gros sujet, c'est bien sûr l'abattage d'arbres, les choses comme ça. Et donc, du coup, je conseille des petits acteurs, en fait, qui vont venir essayer de reboiser ou de ne pas faire des abattages d'arbres, etc. Donc, par exemple, pour le bois de rose, et donc, du coup, j'aimerais savoir au niveau de vous, comment vous faites pour essayer d'être éthique, étant donné que le Brésil est quand même dirigé par quelqu'un qui n'est pas très écologiste, éthique et compagnie. Comment vous faites en tant que thérapeute ou formateur, etc. Et est-ce que vous avez accès à des choses qui sont éthiques au niveau de l'Amazonie, etc. Comment vous faites Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est véritablement une grosse question. Je Je m'en vais doutais. essayer de tout répondre parce que je ne sais pas si mon niveau de français va atteindre tous les côtés de cette question. Bon, on a, si, des distilleurs au Brésil, beaucoup de distilleurs au Brésil. Je ne sais pas si vous savez qu'on est le majeur producteur d'huile essentielle de citrus au monde. On produit les huiles essentielles des citrus, surtout de la orange douce et du limon Tahiti, c'est la lime Citrus aurantifolia. C'est la lime, je ne sais pas comment, Oui. limette, Peut-être. peut-être limette, vous parlez limette en France et je pense au Canada aussi. Donc, si, on a beaucoup de distillateurs. On est aussi un producteur important au niveau mondial d'huile essentielle de vétiver parce qu'au Haïti, pardon, ils sont venus au Brésil, les Haïtiennes, et maintenant, il y a une industrie très puissante d'huile essentielle de vétiver ici dans notre pays. On produit aussi, évidemment, le baume de copaïbe, mais au Brésil, on a l'habitude de consommer le baume, mais pas l'huile essentielle, parce que l'huile essentielle, c'est plus cher, mais quand même, il y a des entreprises qui vendent l'huile essentielle. Mais quand je parle des huiles essentielles, je parle surtout des huiles essentielles qui ne sont pas à l'Amazonie. Mais parce que le Brésil, c'est un pays énorme, vraiment énorme. Donc, on a beaucoup de biomes. On parle biome en français aussi? Biome, non? Biosphère, peut-être, non? Biosphère, peut-être, ouais, biosphère, qui nous donne des plantes natives exceptionnelles. Donc, au sud du Brésil, on a des plantes natives, au littoral, au nord, au centre-ouest, au centre-est. Donc, on a beaucoup d'alternatives. Mais par rapport à l'Amazonie, c'est un problème majeur parce que dans l'Amazonie, les principales, ce sont les huiles végétales grasses. Les huiles essentielles ne sont pas la majorité de la production amazonienne par rapport aux plantes médicinales et les plantes aromatiques. On avait le bois rose, maintenant c'est interdit d'avoir cette huile essentielle. Il faut une licence au niveau fédéral avec la police même pour avoir une plantation de bois rose. Parce que vous savez, le bois rose est en risque d'extinction. Par rapport à la copaïbe, c'est plus simple parce que la copaïbe est un arbre qui donne dans beaucoup de régions au nord du Brésil, mais même au sud, on peut voir du copaïbe. Et on a véritablement un problème dans une biosphère qui s'appelle Cerrado. C'est une région semi-aride au centre du Brésil. Et maintenant, cette région qui produit pas mal de plantes médicinales et aromatiques est forcément objet de la déforestation à cause de la plantation du soja et du maïs pour faire l'alimentation des vaches. Vous comprenez? L'alimentation. Oui. Donc, les plantes aromatiques du Cerrado, aujourd'hui, pour nous, c'est compliqué. C'est beaucoup compliqué. Mais l'agriculture au Brésil, elle se divise entre deux
deux types d'agriculture. Une agriculture qui s'est bien développée, technologique. Elle n'est pas ennemie, non, c'est pas ennemie. Elle n'est pas, comment on dit, amie, et le contraire d'amie, c'est ennemi, non. Ennemi, oui. Ennemie d'environnement. Au contraire, elle a des pratiques qui sont soutenables. Mais il y a une autre agriculture qui c'est vraiment la pire. Déforestation, pratiques illégales. On a un conjoint, c'est pas conjoint, on a une cercle de lois qui protège vraiment l'ambiance, l'environnement. Mais le problème au Brésil, c'est qu'on a beaucoup de lois et moins d'action. Oui. Moins d'action. Mais dans l'aromathérapie, avec les plantes qui sont natives de notre flore, le problème n'est pas l'environnement. Le problème, c'est que c'est cher de soutenir une distillerie. L'équipement est cher. Il faut avoir une demande pour acheter ces huiles essentielles. Et cette demande vient surtout de notre marché d'aromathérapie, parce que les médecins n'achètent pas, le public en général n'achète pas. Donc, si tu es un distilleur, tu veux faire une distillation, par exemple, de Jurema, c'est une plante native de notre flore, comment acheter un distilleur qui va coûter plusieurs mille de dollars pour nous, dans une proportion de 200 litres de capacité pour avoir seulement 10 litres d'huile essentielle. Donc, c'est difficile pour eux. Mayra, j'aimerais qu'on puisse parler justement de ces huiles essentielles du Brésil. Sur ta chaîne YouTube, je vais mettre le lien, tu as mis quelques vidéos en français où tu nous parles des huiles du Brésil. Ah, tu as mis le lien. On a mis la même chose. Oui, je vais partager quelques chromatos parce que je pense que c'est amusant de voir. C'est en portugais le nom des molécules, mais c'est facile à comprendre. J'avais une question aussi au sujet de les huiles que tu parles, à part le copaïba, dans ton vidéo, ce n'est pas des huiles qu'on retrouve. Est-ce que les producteurs arrivent à exporter facilement leurs huiles ou ça coûte trop cher? Ça coûte trop cher. Ils n'ont pas une production assez expressive pour faire l'exportation. La consommation est plutôt dans notre marché interne. Okay. Mais quand on parle de copaïba, si, elle est beaucoup plus exportée que l'huile essentielle que consommée ici au Brésil. Parce qu'ici au Brésil, on consomme plutôt... Vous prenez le baume, c'est ça. Oui. Ça, c'est une liste des huiles essentielles natives qui sont maintenant en train d'être distillées pour la consommation des huiles essentielles. On a ici le nom portugais, les noms botaniques, la famille que cette plante appartienne. Vous voyez ici cacao. Cacao, on a aussi l'absolu, pas l'huile essentielle distillée, évidemment. La copaïba, on a le baume et les huiles essentielles distillées, mais avec tous les autres, on a une distillation. Le plus connu au monde, c'est la copaïba, aussi la poivre rose, que c'est une plante native de notre flore. Et je pense que là, le romarin des champs, on parle ici vassoura. Vassoura, c'est l'instrument qu'on... Ah, comment on dit ça? Une fauche. Fauche, ouais, voilà. On dit vassoura parce que c'est le nom en portugais, mais on peut dire aussi romarin de champ. C'est la Baccharis dracunculifolia parce qu'elle est connue parce qu'elle donne le propolis vert. Propolis vert. OK. Propolis, oui. Et après ça, on a la fava tonka, qui c'est aussi une plante brésilienne, mais plus connue dans le métier de parfumerie. Le kumaru, on dit tonka beans. Oui. Et après, ce sont des huiles essentielles que je suis sûre que vous ne connaissez pas, parce que même au Brésil, les personnes ne connaissent pas ces huiles essentielles.
Bom, je vais parler de breu branco, parce que breu branco, ce Protium heptaphyllum, est une huile essentielle qu'on a une production régulière. Donc, c'est plus facile d'acheter cette huile essentielle. Laisse-moi prendre ici le chromaton. Vous voyez le chromaton de breu branco? Oui. Bom, breu branco est connu comme notre incense, comme notre oliban, oliban brésilien, parce qu'ils sont d'une façon pareille. C'est une huile essentielle avec beaucoup de terpènes, monoterpènes, donc une chaîne de carbone avec 10 carbones, vous savez. Et la chose la plus importante de breu, c'est qu'il a beaucoup de félandrène, c'est une molécule que de recherche, on dit qu'elle augmente notre immunité, mais elle a aussi du myrcène, c'est une molécule avec un pouvoir analgésique très connu. Vous connaissez Cape May, parce que c'est une huile essentielle d'Afrique qui a beaucoup de myrcène. Ici au Brésil, on a un type de lemongrass qui s'appelle Capim cidreira limão. Le nom botanique, c'est Cymbopogon citratus. Il produit aussi beaucoup de myrcène, mais pas comme le breu. On a une autre huile essentielle dont je vais parler dans quelques minutes qui s'appelle Pindaíba, qui a aussi beaucoup de myrcène. Donc, le myrcène, c'est une molécule qui fait l'analgésie au niveau de notre système central, système nerveux central. Mais le breu a aussi terpinolène, c'est une molécule qu'on trouve au titré, Melaleuca alternifolia. Donc, breu, c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser pour les douleurs, niveau topique, dans une application topique, mais même avec une inhalation. Et on peut l'utiliser quand on veut booster notre immunité, c'est ça. Il a aussi quelque chose de cinéole, quelque chose de terpinéole, mais la majorité, ce sont des molécules qui appartiennent aux terpènes, sesqui et monoterpènes. On a de breu au Brésil, un type qui vient d'Amazonie. Le breu, c'est une résine qui l'arbre exude. Exude, ça existe? Non? En anglais, tu dirais? Exuder. Non. C'est comme l'encens. OK. C'est une résine qui, quand on coupe, ça... Oui. Dans l'Amazonie, cette résine est blanche parce que l'Amazonie, c'est une forêt couverte. Mais au Cerrado, c'est cette région semi-aride, la résine est noire parce qu'elle réagit avec l'oxygène de l'air. Donc, ce sont deux types de breu, le breu blanc et le breu noir. Magra, est-ce que vous avez des livres brésiliens ou toutes ces plantes, ou les livres qui parlent des huiles essentielles? On n'a pas. Mais chez Laszlo Éditions, ils sont en train d'écrire un livre avec un appui d'une université fédérale qui va parler à propos de toutes les huiles essentielles brésiliennes, peut-être l'année prochaine. Bon, ici, c'est la chromatode de breu noir. C'est presque la même chose, sauf que le myrcène est dans une quantité plus basse. Le terpinolène, le cinéole est dans une quantité plus haute. L'autre huile essentielle qui est très connue ici au Brésil s'appelle herbe baleine. On dit erva baleira, herbe baleine. C'est une plante native au littoral de notre forêt atlantique. C'est une forêt humide aussi, comme l'Amazonie. Mais cette forêt est au littoral du Brésil. L'herbe baleine est une huile essentielle qui a donné notre premier phytomédicament à base d'une huile essentielle qui s'appelle Acheflin. Je ne sais pas si Acheflin est disponible dans votre marché. Acheflin vient du laboratoire Haché. Vous connaissez Haché. Et donc, le directeur d'Haché jouait au football dans une plage au Brésil. Il s'est fait casser
Et les Indiens, la population qui habitait à cette plage lui a dit bon, il faut que tu prennes notre herbe baleine, fais une friction avec des feuilles dans votre jambe et ça va vous soigner. Et évidemment, ça a soigné et il a demandé de recherches scientifiques à propos de cette huile essentielle pour faire un médicament, un phytomédicament. Et maintenant, ce phytomédicament est disponible dans notre marché. La chose la plus importante dans l'herbe baleine, ce sont ces sesquiterpènes, surtout bêta-éléments, que c'est un isomère de bêta-cariophyllène. Mais il a aussi alpha-pinène, on sait, c'est une molécule avec des propriétés antioxydantes étonnantes. Hein? Bon, ça sent pas bon, ça sent à poisson, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle baleine. Ça sent pas bon, mais c'est un super huile essentielle pour les douleurs dans le champ de la rhumatologie. Rhumatologie, ça existe en français? Oui. Oui, Oui. voilà. L'autre huile essentielle dont j'ai déjà parlé s'appelle Pindaíba, Chilopia brasiliensis. C'est un arbre qui vient aussi du littoral, dans l'état de Bahia. Je ne sais pas si vous avez entendu Bahia. Bahia, c'est un état d'où viennent plusieurs chanteurs fameux au Brésil, comme Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, et même notre chanteur national qui est de la bossa nova. Vous avez entendu la bossa nova? Si. Oui. Ouais. Donc, c'est de cet état, cet arbre, la Pindaíba de Bahia. Vous voyez combien de myrcène cette huile essentielle a donné. Hein? 32%, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est comme le Cape May. Donc, c'est une huile essentielle extraordinaire pour les douleurs, n'importe quel type de douleur musculaire, douleur interne. On prend... Bon, chez Laszlo, chez Ibra, chez mon école, on enseigne l'ingestion de Pindaíba parce que le myrcène donne son pouvoir plutôt au niveau du système nerveux central. Donc, il faut avaler cette huile essentielle. Mais quelques personnes ont ces effets analgésiques ou même antalgiques avec une application cutanée. Et en plus, elle a beaucoup de monoterpènes, hein, myrcène, tugène, pinène, sabinène, félandrène aussi. Elle a un peu de cinéole. Donc, ça sent un peu poisson. Je ne sais pas pourquoi. Notre huile essentielle sent poisson. Mais c'est un son très particulier, très exotique. Je pense que c'est une huile essentielle qui vaut la peine de connaître. Après, on a une autre plante très connue au niveau de phytothérapie qui s'appelle Sucupira. Sucupira, c'est une essentielle qui vient des graines. On perce la graine et une espèce de résine coule de cette graine. Et c'est cette résine qui est distillée. C'est une huile essentielle qui on peut faire une substitution avec la copaïba distillée parce qu'elles ont une chromatode très pareille. Vous voyez, il y a beaucoup de bêta-cariophyllène, qui c'est la molécule principale d'huile de copaïba, mais aussi le bêta-élémène. Donc, c'est une huile essentielle vraiment anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on utilise la Sucupira, surtout avec des applications cutanées. C'est à cause de ça. Ici, on a une autre chromatode de Sucupira, mais c'est pareil. Hein? Ce sont les mêmes molécules. Une autre huile essentielle qui c'est tout à fait nouveau dans notre marché, parce que c'est la première fois que Laszlo vend cette huile essentielle, s'appelle Jurema, Mimosa verrucosa. C'est la première fois qu'on voit cette huile essentielle au marché. On peut voir par sa chromatographie que c'est une huile essentielle riche en terpènes aussi. Pas de, par exemple, beaucoup de molécules qui appartiennent à la famille de
OK. Non, mais phénylpropanoïdes. OK. Je ne sais pas parler ça en français. Mais il a quand même une petite quantité d'eugénol. C'est un phénol, un méthylphénol. Hein? Et aussi, on a une autre huile essentielle très intéressante qui s'appelle Camara, Lantana Camara. Ce sont des petites fleurs comme ça, mais très, très, très petites comme ça. C'est comme une ongle. Hein? Et cette huile essentielle est très riche au niveau des molécules, mais aussi au niveau de son odeur. Il est même utilisé dans la parfumerie moderne. Elle a aussi beaucoup de cariophyllène, mais elle a une cétone exotique qui s'appelle davanone. Hein? C'est une cétone bien à elle, qui est particulier de cette plante. Et donc, c'est ça, ce sont les huiles essentielles les plus connues au niveau du Brésil, mais on a quand même beaucoup d'espèces qui sont en train d'être connues maintenant. Mais l'huile essentielle le plus connue au Brésil, c'est surtout la lavande et les tea tree. Hein. Ils sont très connus, ils sont beaucoup utilisés et on dépend de ces huiles essentielles pour faire notre aromathérapie, mais je pense que c'est comme ça partout. Oui. Je ne sais pas si... on va regarder s'il y a des... J'allais voir s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ajouter quelque chose, poser des questions? Moi, je voulais juste dire bonjour. Que je ne sais pas d'où elle vient, je devrais vérifier, mais on a une huile essentielle d'Havana et aussi avec la molécule dont tu viens de parler. Oui, mais je pense que c'est le même huile essentielle qui s'appelle différemment. Attendez, je vais voir dans mon livre. Peut-être oui. Qu'est-ce qui me met quand on a... Bonjour, j'entends. Moi, je n'ai pas utilisé encore la Jurema parce que c'est une huile essentielle nouvelle, vraiment nouvelle. Et à cause de la pandémie, je n'ai pas pu acheter. Le nom latin, c'est Artemisia pallens. Ah bon, oui. Je l'ai ici, Artemisia pallens. Donc voilà, on a 2 huiles essentielles qui produisent d'Avona. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que l'association, est-ce que ça fait partie un peu du rôle de l'association de faire connaître ces huiles-là à l'étranger et éventuellement développer des partenariats pour l'exportation? C'est une idée, mais on a tant de travail pour faire, Gilbert. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Oui. Notre association est forte, mais petite. On a presque 400 d'associés. Elle n'est pas nouvelle, comme j'avais dit. Elle a été fondée en 1987. Mais notre marché, bon, il demande beaucoup de travail. On fait petit à petit. Hein? Est-ce que est-ce que du côté de Laszlo, est-ce que c'est dans les projets de Laszlo d'ouvrir, par exemple, une boutique au Portugal ou comme là, les livres sont rendus, est-ce qu'éventuellement, il va y avoir les huiles essentielles qui vont traverser le... Je ne sais pas si c'est une idée pour maintenant, mais peut-être pour le futur, oui. Maintenant, il a une industrie alimentaire. Il fait du chocolat avec des huiles essentielles. Son cacao vient du Bahia, c'est un cacao très reconnu au niveau mondial. Okay. C'est un cacao avec des pratiques soutenables, éthiques, avec des certificats, etc. Et il va commencer aussi à vendre des huiles essentielles comme flavor. Donc, on aura une licence pour l'ingestion des huiles essentielles parce que comme partout,
dans le monde, notre huiles essentielles sont interdites pour faire l'ingestion par rapport aux règlements gouvernementaux. Les cosmétiques sont vendus tous comme cosmétiques, mais il va commencer à les vendre comme flavor. Donc, il a beaucoup de projets. Ici au Brésil, on a Tisserand Aromatherapy. Ils vendent ces huiles essentielles ici. Oxady aussi, c'est très fort, c'est une marque très forte au Brésil parce que Malte vient au Brésil pour donner des cours. Il a des amis personnels ici au Brésil. On a doTERRA, évidemment, Young Living qui vient maintenant au Brésil. Mais on a des marques qui sont brésiliennes. Donc, Laszlo, Terraflor et beaucoup d'autres, Baissamia. Donc, c'est un marché très développé. Et on a aussi quelques congrès qui sont internationaux. Ciaroma, de Laszlo, c'est un congrès très connu dans sa 4e ou 5e édition, je ne me souviens pas. Aussi, on a un symposium international qui est sa 4e édition. On a un congrès online très connu aussi qui s'appelle Conaroma. On a un congrès qui est régional, c'est le mien, qui s'appelle Suaroma. On va à la 2e édition. Et on a un congrès, mais c'est du côté d'agriculture qui s'appelle Symposium des huiles essentielles. C'est un congrès qui est soutenu par le gouvernement et son agence de développement agriculture. OK. On a une question, merci. On a une question de Géraldine. Peux-tu nous parler un peu plus sur la parfumerie? Bon, la parfumerie, le Brésil, vous savez, c'est un pays qui achète beaucoup de parfums. Nous étions en 2014 le principal marché de parfumerie au monde. C'est pour ça qu'on a toutes les maisons de parfumerie chez nous, comme Robertet, comme Symrise, Givaudan, Takasago, etc. Mais à cause de notre crise économique, nous sommes maintenant à la 5e place au niveau mondial dans ce marché. Par rapport à la parfumerie moderne, elle a commencé à se développer dans notre pays. L'année dernière, avant-dernière, je ne sais pas si vous connaissez Justin Crane des États-Unis. Justin Crane. Non, bon, elle habite aussi, elle a une école de parfumerie naturelle en ligne qui s'appelle Nexus, Natural Perfume Academy. Elle est venue au Brésil, elle a lancé ici son livre, La parfumerie botanique. Et elle a une professeure de son école au Brésil qui s'appelle Anne Walsh. Donc, c'est un métier qui commence à se développer au Brésil. Mais notre parfumerie a quelques questions par rapport à la réglementation. Parce que c'est interdit d'acheter, par exemple, alcool de 90% de degrés. Donc, c'est difficile de faire de parfum ici. OK. Laszlo va lancer une ligne de molécules pour la parfumerie moderne, mais elle va mettre au marché aussi quelques molécules qui sont chimiques, comme iso et super, comme par exemple l'inalol synthétique, choses comme ça. Parce qu'il y a une demande ici pour faire ce type d'aromathérapie, de parfumerie artisanale. OK. Géraldine, est-ce que ça répond à ta question? Et je ne sais pas si j'ai répondu la question de Coralie avant. En grande partie, ce que j'aurais aimé aussi savoir, c'est vis-à-vis de vous, votre point de vue, que ce soit le point de vue thérapeute, le point de vue formateur, le point de vue association. Est-ce que vous auriez du coup, même si j'ai compris que vous importez beaucoup, est-ce que vous auriez des marques éthiques et des artisans à nous communiquer pour qu'on puisse soutenir, pour que le marché peut-être se développe et que les initiatives éthiques remontent au-dessus du lot? Bon, des marches, des distillateurs, on a
On a plusieurs qui sont éthiques, qui travaillent avec le système agroflorestal, c'est quand on mélange la forêt et l'agriculture. Je ne sais pas comment on parle ça en français. L'agroforesterie. Voilà, c'est ça. Voilà. On a des distillaires qui ont un certificat bio, mais un certificat qui est brésilien, pas le même certificat que vous avez en France ou en Belgique ou au Canada. Mais on a des marques qui, évidemment, achètent des huiles essentielles qui sont produites d'une façon éthique, ou je préfère dire soutenable. Il y a des huiles essentielles qui sont achetées comme partout dans le monde. Si on prend l'oliban, l'encens, ce n'est pas d'une façon éthique, cette chose arrive chez nous. Donc, il y a quelque chose que c'est difficile d'attendre. D'attendre, non, d'avoir. Vous comptez beaucoup sur l'extérieur, du coup. Oui. Parce que on a... Vous voyez, dans l'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles qui viennent du Méditerranée le plus connues. Donc, s'il faut qu'on aille des recherches scientifiques pour faire l'aromathérapie acceptée dans les milieux médicaux, chez les médecins, chez les infirmières, psychologues, etc., on a des recherches sur les huiles essentielles qui viennent du Méditerranée. Donc, il faut qu'on fasse des importations. Ça donne beaucoup de temps pour faire des recherches scientifiques d'une huile essentielle qui n'est pas connue. Parce qu'il faut toujours faire une recherche pour connaître ces molécules, après des recherches si ces molécules ont des cytotoxicités ou pas, après des recherches avec un modèle animal, et après une recherche qu'on appelle avec des humains. Donc, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Maïra, est-ce que tu pourrais nous écrire le nom de l'américaine? Oui. Justine Crane. Justine Crane. Elle est super. On a une muse dans le métier de parfumerie botanique, c'est Mandy Eftel. Elle habite en Berkeley, aux États-Unis. Mais Justine Crane, c'est une muse plus accessible. Celle qui n'est pas accessible, est-ce que tu peux écrire son nom aussi? Oui, elle est très connue. Très, très connue. Mandy Eftel et son... C'est Aftelien. OK. Maïra, il est déjà 11 heures. 11 heures pour toi, 10 heures pour nous, 16 heures pour certains. Ça a été une belle heure, ça a passé vite. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous c'est moi que je un peu de ton pays. Si les huiles essentielles pouvaient voyager aussi facilement que nous, on se parle sur Zoom, ce serait vraiment agréable de pouvoir avoir accès à toutes ces odeurs, à toutes ces huiles. Oui, merci Gilbert, merci vous pour m'écouter, m'entendre. Merci pour la patience aussi avec mon français. Pas de souci pour le français. On avait des difficultés nous-mêmes à trouver les bons mots quand tu les demandais. Mais écoute, je te remercie encore infiniment. Merci tout le monde. Je t'ai congé demain. Sinon, on se retrouve après-demain. Donc, merci encore beaucoup. OK, c'est ça. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.